Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à la 8e édition du prix francophone de l'innovation dans les médias. Ce sommet de la francophonie était une occasion idéale pour relancer ce prix en sommeil depuis 2 ans. L'occasion, voilà, eh bien, de mettre en avant des initiatives venues de l'ensemble de la francophonie, d'autant que le thème de ce sommet, c'est créer, innover et entreprendre en français, s'il vous plaît. Vu les multiples crises que traverse le monde des médias, il y a du boulot et innover est sans doute la chose à faire. Je m'appelle Steven Jambeau, je suis journaliste à RFI où, entre autres choses, je présente chaque semaine une émission qui s'appelle l'Atelier des médias. J'ai la chance d'avoir à mes côtés, en chair et en os, Maman. Oui, c'est moi, en chair et en or. Si vous ne le connaissez pas, il est humoriste, réalisateur, scénariste, venu du Niger, chroniqueur à RFI. Comment ça va, Maman? Ben, ça va très bien, même quand ça va pas, ça va. Ouais. Bonne réponse. Nous sommes au 104, un lieu culturel parisien avec une magnifique verrière. Le ciel est bleu aujourd'hui, Maman, à Paris, on se dit en arrivant. Comme au Gondwana, le ciel est toujours bleu, mais il fait froid. Donc ceux qui sont en Afrique, sachez qu'il fait froid. Nous sommes sur le pavillon de la francophonie, au 104. En face de nous, le pavillon de la France, mais on a choisi celui de la francophonie aujourd'hui, Maman. Oui, c'est pas la même chose. Parce que il y a la France et puis il y a la francophonie. C'est-à-dire, francophonie, c'est quand tu parles français, il y a l'accent. C'est ça, c'est la différence. Alors revenons à nos moutons et à cette affaire du prix francophone de l'innovation dans les médias, qui est le fruit d'un partenariat tripartite entre l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, Reporters sans frontières, RSF, et France Média Monde, qui est la maison mère de RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya. Un représentant de chacune de ces 3 organisations nous rejoindra tout à l'heure en plateau. On va parler de 3 thématiques. Il y aura 3 temps. Tout d'abord, 2024, année hyper électorale. Un second temps sera sur la liberté de la presse et la sécurité des journalistes, thème qui nous est évidemment cher, et un 3e temps sur les désordres de l'information. Dans ce prix francophone de l'innovation dans les médias, édition 2024, je vais vous donner quelques chiffres. 96 dossiers ont été reçus, soumis en tout cas, 56 ont été retenus et on compte 3 lauréats. 3 pays qui pèsent dans la francophonie, mais pas de projet français dans ces 3 projets lauréats. On recevra ici en plateau une représentante, oui j'ai bien une représentante, une femme de chacun de ces 3 projets, et nous vous dévoilerons les lauréats bien par ordre inverse, du 3e, ensuite le 2e et le premier. Oui. C'est votre idée, Maman. Oui, il faut le suspense. Ah. Contrairement aux élections au Gondwana, il faut le suspense. Nous sommes ensemble pendant 1 heure d'émission. Merci de nous regarder. Si vous êtes sur Internet, sachez qu'évidemment, vous pouvez liker, mettre le pouce bleu en bas, mettre des commentaires et évidemment partager cette émission sur les réseaux sociaux. Ça ne fait pas de mal et ça va mieux en le disant. Première session, première section, première séquence de cette émission 2024, année électorale. Et j'ai le plaisir d'inviter à me rejoindre ici en plateau Cécile Mégy, qui est la directrice des stratégies et coopérations éditoriales transverses au sein de France Média Monde. Bonjour Cécile. Bonjour Steven, bonjour Maman. Bonjour Très bien, Cécile. merci, je suis très contente d'être avec vous Alors, pour cette occasion. En 2024, la moitié de la population mondiale est concernée par une élection du jamais vu dans l'histoire du suffrage universel. Courrier International, le magazine bien connu, avait recensé en début d'année 76 scrutins prévus dans le monde. Certains s'y sont ajoutés, comme la France, qui aurait pu prédire. D'autres sont encore à venir, aux États-Unis, en Tunisie, au Tchad, en Roumanie ou encore au Soudan du Sud. Et Maman, il y a un pays où chaque année électorale suscite véritablement une grande attente. Oui, et ce pays, c'est le Gondwana. Évidemment. La République très démocratique du Gondwana. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Gondwana, il est très exactement situé au sud de quelque part et au nord de là où tu veux. Maintenant, à l'ouest, il faut suivre la rotation de la Terre et jusqu'à revenir à l'est. Voilà. Le Gondwana, en fait, c'est un nuage qui se balade un peu partout. Donc, le Gondwana, il a quoi de particulier? C'est le pays le plus démocratique au monde.
Par exemple, notre leader bien-aimé, son Excellence Président fondateur, il a la limite de 2 mandats. 2 mandats maximum. Chaque mandat fait 99 ans. Donc en ce moment, il a fait le tiers du premier mandat. Donc vous comprenez que l'opposition doit faire preuve de patience. Alors les élections au Gondwana, elles sont entendues comme une année olympique. En France, ça fait 10 ans qu'on attendait les Jeux Olympiques. Au Gondwana, quand on dit élection, voilà, c'est comme la Coupe du Monde pour certains pays. On attend la Coupe du Monde, on attend les Jeux Olympiques avec joie pour certains pays. Au Gondwana, on attend les élections avec la peur au ventre. Ce n'est pas les élections qui font peur, c'est l'après-élection. La crise post-électorale. Ce qui fait qu'au Gondwana, par exemple, on ne dit pas, oui, en 2025, il y a les élections. On dit, on attend 2025. Donc toi-même, tu comprends. On dit juste le nom, 2025. Ce qui fait que les gens, tu vas voir quelqu'un en train de déménager, il amène sa famille à l'étranger, tu dis pourquoi? Il dit, c'est à cause de 2025. Les gens, les investisseurs n'investissent plus. Ils ne mettent plus l'argent au pays à cause de 2025. Les élections au Gondwana font peur. C'est pour ça qu'au Gondwana, les élections, c'est sacré. C'est une fête religieuse, comme la fête de Pâques. Oui, la fête de Pâques, le jour des élections, la fête de Pâques, qu'est-ce qu'on fait? Les enfants, on leur cache les chocolats et puis ils cherchent. Eh bien, le jour des élections au Gondwana, président fondateur, il cache les bureaux de vote et puis les électeurs passent la journée à chercher. Voilà. Année électorale au Gondwana, c'est l'année de tous les dangers. L'année de tous les dangers. Cécile Mégy, cette année 2024 pour les rédactions du groupe France Média Monde, c'est un moment fort et ça a mobilisé beaucoup de monde. Oui, parce que vous parliez d'année électorale et on peut même dire que c'est une année hyper électorale. Hein. La moitié de la population du globe qui vote ou qui est appelée à voter, peu importe les conditions, qui est appelée à voter, c'est inédit. Et donc pour les rédactions, c'est inédit aussi. Alors rappelons peut-être France Média Monde. France Média Monde. Combien de médias y a-t-il? Il y a 3 chaînes qui composent France Média Monde, on les voit derrière nous. Je ne sais pas si le cadre, voilà. Radio France Internationale, la radio en français et en 20 langues. Alors Maman a forcément quelque chose à dire. Voilà. La RFI qui diffuse à travers le monde entier et pas seulement en français. Maman, vous l'entendez en français, mais il pourrait bien nous parler d'autres langues aussi. Oui, en Hausa, Moutana Niger, c'est entre autres, et nous diffusons aussi en Haoussa, on va lui trouver un autre boulot. France 24, qui est la chaîne d'infos en continu. RFI, c'est une radio généraliste, dont la colonne vertébrale est l'actualité et l'information. France 24, 4 chaînes d'infos en continu, en français, en anglais, en arabe et en espagnol. Et une autre radio, Monte Carlo Doualia, qui est la chaîne en langue arabe, la radio en langue arabe, qui diffuse, elle, des programmes d'information et assez généralistes également, culturels, société. Et ainsi. Alors revenons à cette année électorale, justement, comment est-ce qu'on coordonne des rédactions comme celle-ci et comment est-ce qu'on les prépare du mieux possible à couvrir des événements qui ont parfois des conséquences régionales, voire mondiales? Alors, on a des prévisions, voilà, donc on le sait. Cette année 2024 sera une année très importante en matière de couverture de ces scrutins. On prépare les rédactions, RFI, France 24 sont organisées aussi avec des services ou des spécialistes de zones régionales, donc chacun sait comment il doit se préparer à une date fixée ou mobile, on appelle ça le glissement, n'est-ce pas Maman? Oui, glissement, dérapage contrôlé. Voilà, donc ça dérape, ça contrôle, mais quand même ça se tient. Mais nous, au Gondwana, on n'a pas ça. Au Gondwana, on a des élections surprises. Voilà, donc c'est encore plus difficile à prévoir pour les rédactions. Hein. Voilà, on connaît pas la date. Le président fondateur appelle l'opposition et puis il dit les élections, c'était hier, j'ai gagné. Voilà, c'est plus simple. Pour les journalistes, c'est presque plus simple. Mais c'est pas ce qu'on souhaite non plus. Mais en France aussi, il y a eu des élections surprises. Voilà, on a eu quelques semaines pour s'y préparer. Donc, on s'y prépare. On entre ensuite dans des périodes extrêmement importantes que sont les périodes préélectorales et les campagnes officielles, puisque c'est assez réglementé. Et là-dessus, il faut le préciser, justement, France Média Monde, RFI, France 24 sont soumis aussi aux législations des pays dans lesquels nous diffusons. Voilà, donc nous diffusons à travers le monde entier, dans 180 pays.
Et quand il y a un scrutin, on est considéré comme un média local, c'est-à-dire que doit s'appliquer sur nos antennes l'équilibre du temps de parole en fonction des différents courants, partis et candidats. Et ça, on doit le respecter très scrupuleusement parce qu'on est soumis à ces législations-là. Le silence électoral doit être respecté sur nos antennes, c'est-à-dire que les 48 heures à peu près avant le vote, il est convenu dans la majorité des pays où se tiennent des élections qu'on ne parle plus de la campagne et que les candidats ne s'expriment plus et que les médias ne doivent pas faire prévaloir tel ou tel parti ou positionnement. Et puis ensuite, au moment du scrutin, nos reporters, et ça c'est très important, je pense qu'il y a une chose très importante dans nos dispositifs, c'est qu'on est le plus possible sur le terrain. Donc on a notre réseau de correspondants à travers le monde entier, plusieurs centaines de correspondants dans le monde entier, dans toutes nos langues. Ils sont présents sur place et ils sont renforcés pour ces échéances très importantes par des envoyés spéciaux qui viennent de nos rédactions à Paris et qui peuvent, quand ils ont les visas, parce qu'il y a des pays où au moment des élections, nous n'avons pas de visa, donc on couvre à distance. Mais le mieux, c'est de pouvoir être renforcé par les équipes parisiennes, tant de journalistes que de techniciens, pour donner une vision la plus complète, la plus équilibrée possible des opérations de vote, de ce qui fonctionne, mais aussi de ce qui parfois ne fonctionne pas, et de rendre compte de ce qui se passe au plus près du terrain. C'est vraiment la mission de nos médias de service public que sont les médias de France Média Monde. Je précise aussi pour ceux qui nous regardent que derrière nous apparaissent des cartoons, des dessins de presse rédigés par Éric Truand, qui est membre du collectif Cartooning for Peace. Donc voilà, vous verrez plusieurs dessins comme celui qui est actuellement diffusé à l'écran passer derrière nous durant cette émission. Cécile Mégy, j'aimerais aussi qu'on parle de la nécessaire montée en vigilance de la part du groupe France Média Monde et de ses rédactions face aux multiples manipulations de l'information que l'on voit actuellement. Ouais. Et alors, c'est pas dans le vide, c'est aussi en lien avec cette année hyper électorale. On savait, il y avait 3 choses auxquelles il fallait qu'on s'attende dans cette année 2024. C'était des élections partout, les Jeux Olympiques, ça c'est derrière nous, et les manipulations de l'info à l'occasion de ces échéances-là. Les Jeux Olympiques aussi, pas seulement les scrutins. Mais on sait depuis, on en a eu des preuves documentées, le Brexit en 2016, les élections américaines en 2017, que des scrutins peuvent être manipulés. Par des voies de manipulation de l'info. C'est-à-dire en utilisant ce qui aujourd'hui est un vecteur majeur de la diffusion de l'information qu'est le numérique. Donc c'est les grandes plateformes, les réseaux sociaux. Et ça implique que les rédactions soient vraiment en hyper-vigilance sur ces sujets-là, parce que notre devoir, notre mission est de délivrer de l'info et dans le même temps de décortiquer ce qui est la manipulation de l'info. Cécile, alors que le temps tourne, j'aimerais qu'on termine ensemble sur cette séquence d'année hyper-électorale où il y a un point de vigilance spécifique pour des médias de service public comme les nôtres, c'est la question de la représentation des femmes dans les médias, oui. Qui non seulement tient à cœur, est au cœur des valeurs de France Média Monde, mais sur lequel nous avons des missions et des chiffres à respecter. Alors, oui, c'est un engagement. C'est une mission certes, mais c'est aussi un engagement de l'ensemble des équipes je parlais d'équilibre tout à l'heure, d'honnêteté, la parole, elle est genrée parfois, mais la parole, elle doit être donnée à tous et à toutes. Et ça date pas de 2017, mais la parole des femmes, elle s'entend un peu moins. Oui, et en on la France, Média Monde, sollicite un peu moins depuis. C'est les femmes qui commandent, on sait des ça. millénaires. Oui, mais alors, je vais contrecarrer ce que dit Maman. Certes, certaines femmes commandent, pas seulement. Oui. Nous avons des instances de gouvernance du groupe qui sont totalement paritaires. Et on est toutes et tous très engagés sur ce sujet-là. Oui, je te le montrerai, mais peut-être qu'ils parlent moins. Il faut faire la parité. Maintenant, il faut repartir de l'autre côté. Non, je crois pas. Non, la parité, c'est à égalité. Et donc, on est vraiment... et c'est ça qui nous importe, parce que l'idée, c'est pas, effectivement, les femmes commandent. Et bon, même si... On va prendre une petite revanche, parce que depuis 2000 ans, on n'avait pas tellement voix au chapitre. Je vais finir là-dessus. Nos instances, nos reporters, l'ensemble des effectifs sont à parité. On a, dans certains métiers techniques, des progrès à faire parce que
voilà, la marche est un petit peu longue, mais surtout ce qui nous importe vis-à-vis des auditeurs et des téléspectateurs, c'est que la parole des femmes soit sur nos antennes à égalité. Ça, c'est le cas. Sur les expertes, sur certains sujets, il faut faire des efforts parce qu'on sait que sur certains sujets, c'est difficile de trouver des expertes, mais il faut les chercher et on peut les trouver. Et ça, c'est contrôlé aussi par un régulateur qui en France s'appelle l'ARCOM, qui nous donne des objectifs de parité que nous devons respecter. Et l'ensemble du groupe, sur un index d'égalité professionnelle, a obtenu le score maximal de 100%. Donc c'est de la parité, c'est-à-dire que les hommes et les femmes sont représentés à égalité. Et ça, on en est à la fois très, très attentif et très fier. C'est la seule radio où l'émission de foot est présentée par une femme. Voilà, oui. Annie Gasnier. Oui. C'est très bien, Non, avec c'est plein très de bien. messieurs autour. Oui, c'est très bien. C'est les femmes qui commandent à RFI. Alors est venu... Il ne veut pas en décoller. est venu le moment de remettre un des prix et d'accueillir une des lauréates de ce prix francophone de l'innovation dans les médias. Nous allons commencer par le 3e prix, un prix qui est attribué à une initiative qui nous vient du Sénégal. InfoL est basé à Dakar. Pour le découvrir et avant d'accueillir en plateau une représentante, la fondatrice d'InfoL, je vous propose de regarder cette vidéo qui a été tournée à Dakar par Sarah Sako. InfoL essaye de mettre en lumière les femmes dans des domaines dits masculins, que ce soit la politique, l'économie, mais également comment aujourd'hui promouvoir le leadership féminin dans les médias. On a mis en lumière ces femmes-là et aujourd'hui, si des journalistes se rendent sur le terrain, le plus souvent, la maman qui a été notre principale cible, elle est souvent interrogée. Ce reportage-là a également permis, en tout cas on a essayé avec InfoL de les organiser en termes de groupement. Parfois c'est difficile parce qu'il y a une pression sociale qui est derrière. Ils vont dire non, je dois avoir l'autorisation du mari ou parfois même de simples réticences. C'est de mettre en lumière les hommes qui sont engagés pour faire avancer les droits des femmes, mais également qui impactent leur communauté d'une manière ou d'une autre. Bonjour Alice Djiba. Bonjour Steven. Comment ça va? Très bien. Félicitations pour ce prix. Bravo. Merci beaucoup. Félicitations, Ah oui, bravo. ça fait le lien avec... C'était un petit peu préparé peut-être, mais avec notre sujet, donner la parole aux femmes, c'est essentiel. Alors je crois d'ailleurs, Cécile, que tu as un diplôme à remettre pour ce 3e prix, donc attribué à Donc InfoL, voilà, avec une dotation de 5 000 €. Voilà, faut le montrer aux Extrêmement, caméras. alors on le montre aux caméras, voilà, Voilà, la caméra est là-bas. Bravo, on peut les au applaudir. public et à la caméra. Alice Djiba, fondatrice donc d'InfoL. Peut-être peut-on revenir... Il n'y a pas un chèque? Ah si, mais on l'a pas tout de suite, on l'aura Ah, après. l'argent, je on pense. va partager après. D'accord, il n'y a pas de souci. Peut-être que ça arrive directement sur le compte bancaire. Ah non, Ah. donc j'aurai pas ma part, quoi. Ah non, 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 pas de détournement de fonds dans cette histoire. C'est une maman. république très très démocratique. Voilà, tu vois, c'est une gondouanaise. En tout cas, bravo Alice. Hein. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Alice, InfoL, tout est parti des conclusions d'un monitorage que tu as coordonné au Sénégal sur la représentation des femmes. Explique-nous.
Alors, tout à fait, Steven. Il y a une étude qui s'appelle le Global Media Monitoring Project qui se déroule tous les 5 ans et j'ai coordonné pour le Sénégal en 2020. Et dans les recommandations, en tout cas, une des recommandations, il est sorti en tout cas des statistiques qui montrent que les femmes sont 13% à s'exprimer dans les médias au Sénégal en tant qu'expertes. Si on prend des sujets tels que l'économie, les sciences, la politique, elles ne sont pas encore, en tout cas, assez représentatives. Et dans les recommandations, il était prévu, en tout cas, qu'il y ait plus, en tout cas, qu'on encourage les médias à mettre en lumière plus de femmes dans des sujets dits, en tout cas, qui sont réputés masculins. Et à quel moment, vous, Alice, vous êtes-vous dit, c'est à moi de lancer une initiative sur ce sujet-là pour essayer de corriger ce problème de représentation et de représentativité des femmes dans les médias et dans l'espace public? Alors, ayant formulé des recommandations dans ce sens-là, tout naturellement, en tant que journaliste et également militante des droits des femmes, pour moi, c'était clair et naturellement, on a mis en place InfoL. Vous l'avez dit, vous êtes militant des droits des femmes et journaliste. À quel moment on se décide de se muer et comment on se mue en entrepreneur des médias? Alors, c'est très difficile, il faut le reconnaître. Si l'on sait que l'environnement médiatique au Sénégal est occupé, en tout cas, l'entrepreneuriat, on va dire, ce sont des hommes d'affaires qui sont derrière ces entreprises de presse. Donc, il y a peu de professionnels des médias qui sont dans l'entrepreneuriat. Si l'on connaît les coûts, en tout cas, qui peuvent accompagner en tout cas cet entrepreneuriat-là. Donc, c'était pas évident, mais on y arrive quand même. Et c'est une bouffée d'oxygène, en tout cas, de recevoir ce prix-là qui viendra, en tout cas, appuyer déjà les actions que nous avons déjà commencées. En France aussi, hein, de tous les médias, c'est les hommes. Hein. Ouais. Oui. Ouais. Sauf à France Média Monde. Sauf à France Non, Média Monde. j'ai France Média Monde, j'ai dit c'est les femmes qui commandent. Alors Alice, vous avez réuni autour de vous pour lancer InfoL une équipe de journalistes avec l'idée, l'ambition de faire beaucoup de terrain parce que vous vous êtes dit que c'est en faisant du terrain, en allant à la rencontre des gens et pas seulement à Dakar, que vous auriez de l'impact. Alors pour nous, ce n'est pas seulement à Dakar. On s'est dit, c'est-à-dire il y a beaucoup de médias ou en tout cas les actions de terrain des journalistes, c'est déjà important, sont déjà en tout cas présentes au niveau de Dakar. Il faudrait sortir de Dakar parce que pour nous, ce n'est pas seulement la femme connue ou en tout cas la femme qui occupe l'espace public. Elles sont déjà sensibilisées sur la question. Donc il fallait aller au fin fond du Sénégal pour montrer également les actions que les femmes sont en train de faire, qui est un travail magnifique et remarquable qu'il faudra souligner à travers des success stories, des storytelling, pour en tout cas servir de modèle aux filles ou en tout cas aux enfants qui regardent nos chaînes ou qui regardent en tout cas les productions. Vous souhaitez également faire une montée en capacité de la formation des journalistes pour qu'ils soient mieux sensibles à ces questions, notamment en matière de désinformation, puisque eh bien, la désinformation se fait souvent aussi au détriment des femmes. Tout à fait, tout à fait. La formation pour nous, elle est importante. Le renforcement de capacité, c'est important. Et il faudrait qu'on puisse avoir plus de personnes ou plus de journalistes sensibilisés sur la question. Si on veut en tout cas encourager à changer les statistiques, il faudrait qu'il y ait plus de journalistes sensibles à cette question, sur cette question-là. Il y a la question de la désinformation, excuse-moi. La question de la désinformation au Sénégal, nous n'avons pas de statistiques, nous n'avons pas de données. Et en tout cas, avec InfoL, ce qu'on veut impulser, c'est d'avoir des chiffres qui nous montrent la sexospécificité de la désinformation. Parce que les femmes journalistes sont victimes de campagnes de campagnes de haine. Oui, de campagnes de haine. Donc, il faudrait aujourd'hui qu'on puisse avoir des évidences qui pourront nous permettre de faire un plaidoyer basé sur ces évidences-là pour faire avancer en tout cas les droits des femmes journalistes en particulier, mais également de toutes les femmes qui pourront intervenir dans notre média. Mais également. Ouais, c'est vrai. Parle très bien, hein. Ouais. Ça sent que c'est une Sénégalaise. Ah ouais, bravo. On essaie. Alice Djiba, en préparant cette conversation, vous m'avez dit pour l'instant, les médias sénégalais regardent notre initiative de loin.
Est-ce que vous avez un message à leur faire passer? Là, on est entre nous, mais peut-être qu'il y en a qui nous regardent. Et si je vous dis que ma première intervention, quand j'ai créé le média, c'était avec RFI, et jusqu'à présent, aucun média sénégalais aujourd'hui ne parle de InfoL, c'est-à-dire on nous suit de loin. J'ai l'habitude de dire non, ne nous suivez pas de loin, suivez-nous de près. Et cela également, c'est de mettre en lumière ce que nous faisons dans tout, en tout cas, ce qu'on fait à travers InfoL. Il faudrait que les médias puissent également s'intéresser sur la question, mais on va toujours nous dire c'est des questions de femmes, non, on n'est pas, bon, faites vos trucs de femmes et laissez-nous en dehors de ça. On va leur dire, les médias sénégalais, arrêtez d'être jaloux. Il faut interviewer Alice. Tout à fait. Et c'est pour ça, je me permets juste, c'est pour ça, pour répondre encore à Maman, c'est que c'est pas des trucs de femmes. Si les hommes ne sont pas impliqués dans la même stratégie et la même volonté de faire en sorte que la parole féminine ne soit pas seulement celle d'une témoin ou d'une victime, on n'y arrivera pas. Donc on fait ça ensemble. Alors juste pour appuyer ce que vous venez de dire, nous avons une rubrique qui s'appelle Au masculin. C'est de mettre également en lumière ces hommes-là qui sont engagés pour faire avancer les droits des femmes, mais également les droits des communautés. Donc c'est une rubrique pour nous. Le développement, c'est entre les deux et on ne peut pas aller sans les femmes, mais également on ne peut pas aller sans les hommes. Alors qu'il y a un dessin d'Éric Truand de Cartooning for Peace derrière nous qui parle d'InfoL et voilà, que vous pouvez regarder et dont vous pourrez vous saisir InfoL. Merci Alice Djiba, fondatrice et directrice exécutive d'InfoL. Plus d'infos, ça se passe sur infol avec un S à la fin.org. Tout à fait. Merci à vous Cécile, merci à Maman et merci à vous Steven et à toutes ces personnes-là qui nous suivent. Et mention spéciale en tout cas à ces hommes qui nous soutiennent. Mention spéciale à mon époux, à la famille en tout cas. Merci beaucoup. C'est une bouffée d'oxygène. Merci beaucoup. On se voit tout à l'heure pour le chèque. Bravo Alice. Nous poursuivons cette émission spéciale consacrée à la 8e édition du prix francophone de l'innovation dans les médias. Avec un deuxième thème, nous allons parler de la liberté de la presse et de la sécurité des journalistes. Pour en parler, évidemment, nous accueillons quelqu'un de Reporters sans frontières. Alors qu'elle me rejoint, la voici ici, Anne Bocandé. Bonjour, bienvenue. Vous êtes la directrice éditoriale de Reporters sans frontières. Alors, on ne peut pas parler de l'intégrité de l'information sans parler de l'intégrité physique des journalistes, car informer demeure un véritable défi et on sait qu'il y a de nombreux conflits à travers le monde que des journalistes tentent de couvrir parfois tant bien que mal. En effet, donc à Reporters sans frontières, on a à cœur en effet de travailler pour promouvoir la sécurité des journalistes et du journalisme, puisque en effet on est une ONG qui travaille sur la liberté de la presse et le droit à l'information. Alors c'est une ONG qui est basée en France, mais qui n'est pas une ONG juste française. Tout à fait, c'est une ONG qui a un siège en France, qui a 14 bureaux à l'international, donc de Dakar à Tunis, en passant par Rio, Washington, Taipei, plusieurs bureaux aussi dans différents pays européens et un réseau de correspondants dans plus de 150 pays aujourd'hui. Donc en effet, nous avons un maillage à l'international sur comment va la liberté de la presse, comment va le droit à l'information, puisque notre combat, encore une fois, c'est que tout et chacun, nous puissions avoir accès à une information libre, fiable, de qualité et indépendante. Et avec les conflits, les multiples conflits qu'il y a à travers le monde, que ce soit en Ukraine, que ce soit à Gaza, que ce soit dans la bande sahélo-saharienne, au Soudan ou ailleurs, vous êtes évidemment très mobilisés. Et alors votre travail, c'est celui déjà de monitorer, de regarder et de comptabiliser toutes les atteintes à la liberté de la presse dans ces pays-là. Tout à fait, vous avez mentionné deux pans. Il y a la sécurité des journalistes en temps de guerre. Donc aujourd'hui, évidemment, le conflit, la guerre à laquelle on pense, c'est Gaza, puisqu'aujourd'hui, à ce jour, donc c'est bientôt les 1 an, il y a plus de 130 journalistes qui ont été tués dans un territoire qui, rappelons-le, est complètement fermé, où aucun journaliste ne peut entrer. Donc c'est aussi le journalisme qui se meurt à Gaza, puisqu'il y a des coupures d'électricité permanentes, les rédactions ont été détruites. On a pu prouver qu'au moins 32 de ces journalistes, de ces 130 journalistes ont été ciblés, c'est-à-dire qu'ils portaient leur gilet, ils étaient en train de travailler quand ils ont été tués. Donc on ne dit pas que les 130 n'ont pas été ciblés, mais en tout cas au moins 32 ont été ciblés. Donc c'est un drame sans nom que l'on continue de dénoncer. Évidemment, il y a aussi, en effet, on parlait de l'Ukraine, qui est encore un terrain de guerre, et puis aussi d'autres terrains. On pense au Soudan, on pense à la RDC, en République démocratique du Congo, où beaucoup de radios, notamment, sont réquisitionnées par les factions en conflit.
conflit au nord-est et où les journalistes sont empêchés de travailler. Donc en effet, il y a tous ces pans où les journalistes sont directement menacés dans leur intégrité physique. Et donc il y a ce pan-là. Et puis il y a aussi un autre pan, c'est les journalistes qui sont menacés par exemple sur la sphère numérique. Sur la sphère numérique, et là c'est partout, que ce soit en temps de guerre ou non, puisque la question du cyberharcèlement, notamment des journalistes, est un fléau. Donc c'est pour ça que nous travaillons beaucoup, notamment sur la régulation des plateformes, pour faire en sorte que ce genre de pratiques puisse être condamné. Et puis aussi dans les zones qui ne sont pas en guerre, quand on parle de sécurité des journalistes, c'est donc les journalistes, vous pouvez peut-être, en tout cas je ne sais pas si vous avez en tête le nom, mais aujourd'hui plus de 580 journalistes sont enfermés à l'heure où je vous parle. En prison. Enfermés, et encore une fois partout dans le monde. Alors évidemment les prisons les plus grandes prisons du monde aujourd'hui, c'est la Chine, c'est le Bélarus, c'est la Birmanie, mais voilà, dans plusieurs, le Mexique aussi, où il y a beaucoup de journalistes. Et puis la question de la sécurité, c'est aussi les disparitions forcées, donc des journalistes qui du jour au lendemain ont disparu, dont on soupçonne que des États sont responsables de ces arrestations, mais qui ne les revendiquent pas. Donc là, on a plusieurs journalistes qui ont disparu, notamment au Burkina Faso. Donc ça fait partie de certains des risques aussi. Donc en effet, les risques, en tout cas la sécurité des journalistes, elle est multifacette, et que ce soit dans des pays autoritaires, des pays en guerre, mais aussi dans des pays démocratiques. RSF se mobilise aussi pour la bonne qualité de l'information, et pour ça, vous avez développé un dispositif de certification, la JTI, pour Journalism Trust Initiative. En français, c'est quoi ? On est au sommet de la francophonie, s'il vous plaît. C'est un outil, en tout cas, pour valoriser l'information fiable et soutenir la confiance. La confiance dans les médias. Jet Li. Et en effet, ça fait partie de tout un panel, puisque notre enjeu dans la question de valoriser l'information fiable passe en effet par des outils qui la valorisent. Donc, c'est-à-dire, là, c'est une certification, c'est-à-dire que des médias vont s'inscrire dans un processus de transparence de leurs moyens de production, c'est-à-dire que ce soit sur les financements, que ce soit sur les chartes éthiques qu'ils peuvent avoir adoptées, sur la manière dont ils peuvent travailler. Et ça va permettre au public d'identifier, quand ils sont sur un écosystème réseaux sociaux notamment, qui est un média fiable, qui ne l'est pas. Maman, j'aimerais en préparant cette table ronde, vous m'avez dit, moi, ce thème-là, il m'inspire, mais j'ai envie de parler de beauté et de poésie. Oui. Pourquoi ? Beauté, poésie, quand on parle de journalistes menacés, quand on reçoit Anne Bokandé de Reporters sans frontières. Anne Bokandé, en fait, pour moi, c'était une voix. Hein. Ça c'est une parenthèse, c'était une voix. Ceux qui écoutent RFI, ils entendent Anne Bokandé, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, poésie et beauté. Par exemple, aujourd'hui, je choisis de vous parler du Parnassus Apollo. Vous savez ce que c'est ? Pas du tout. C'est un très joli papillon, un très beau papillon. Un papillon qui est recherché pour ses ailes, qui ont des dessins extraordinaires. Alors, vous allez me dire, quel est le rapport entre un Parnassus Apollo, qu'on surnomme Apollon, le dieu de la beauté, par les amoureux des papillons? Quel rapport avec les journalistes ? Eh bien, Apollo est une espèce menacée comme les journalistes. Eh oui, il est recherché pour sa beauté. Alors, mais c'est le seul point commun, il y a des différences. Ceux qui chassent les papillons, qui les menacent d'extinction, ils les chassent parce qu'ils sont beaux, pour leur beauté. Mais ceux qui collectionnent les journalistes qui les chassent, eux, c'est parce qu'ils n'aiment pas ce que le journaliste a écrit ou a dit. L'autre différence, c'est que ceux qui menacent d'extinction les papillons, ils les collectionnent, ils les mettent sur les murs de leur maison, ils en sont fiers. Mais ceux qui menacent les journalistes, ils n'en sont pas fiers. Ils ne veulent pas qu'on dise leur palmarès. Et justement, ceux qui mettent les palmarès des gens qui collectionnent les journalistes, c'est Reporters sans frontières. Et on peut dire que Reporters sans frontières, c'est le WWF pour les journalistes. Et sur le logo du WWF, qu'est-ce qu'il y a ? Un panda. Donc les journalistes, c'est les pandas du 21e siècle. C'est joliment dit. J'aimerais aussi qu'on parle un petit peu des enjeux et de la façon dont RSF essaye de se projeter ou d'accompagner l'évolution des technologies, qu'on parle d'intelligence artificielle, puisque, au service des rédactions, je sais que dans certaines rédactions, on s'inquiète un petit peu, où l'intelligence artificielle, elle va remplacer les journalistes, c'est ce qu'on dit, Maman. Oui, mais au moins, l'intelligence artificielle, on ne peut pas la mettre en prison. Et bientôt, c'est elle qui va tous nous mettre en prison. Hein. Et alors, Reporters sans frontières a une initiative liée à l'intelligence artificielle, c'est un projet qui s'appelle Spinoza.
Alors ça me rappelle un petit peu des choses de mes études, hein, Spinoza, mais, il y a longtemps. Mais c'est un projet qui est en lien avec l'environnement, Anne Bocandé. Tout à fait, puisqu'à Reporters sans frontières, en effet, on a à cœur, on dénonce quand il y a des exactions, mais on a aussi à cœur d'agir et de trouver des solutions. Et donc là, sur l'intelligence artificielle, en effet, il y a des craintes, évidemment, sur la prolifération de la désinformation. Il y a des craintes sur la manipulation de l'information, parfois aussi, notamment des figures de journalistes dont la voix, les visages sont transformés pour faire comme si c'était eux qui avaient donné l'information, alors que c'est absolument pas eux. Donc, face à cela, Reporters sans frontières, en effet, est en train, en tout cas, de créer un prototype d'intelligence artificielle, d'outils d'intelligence artificielle pour les journalistes et avec les journalistes. Donc, c'est un outil qui est utilisé déjà dans plusieurs rédactions en France. Et l'enjeu, donc, c'est en effet, on a choisi le changement climatique puisque c'est un des enjeux phares aussi. Et d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure avec certains lauréats. Et donc, on a choisi là de mettre à disposition des données des journalistes, donc des rédactions, qui ont mis leurs données donc au service de cet outil-là. Il y a aussi tous les rapports du GIEC, tous les rapports depuis des années qui sont publiés sur le changement climatique et qui permettent donc aux journalistes de faciliter leur travail et de pouvoir avoir accès à ces données très rapidement. Donc c'est aussi pour montrer que l'intelligence artificielle peut être une opportunité. Ce n'est pas il y a des craintes, mais ça peut aussi être une opportunité. Et l'enjeu, c'est de créer les cadres pour que ça le soit vraiment. Alors, on va passer maintenant au deuxième lauréat, deuxième prix de l'innovation francophone dans les médias, Maman. C'est un projet qui est en lien avec l'environnement, figurez-vous. Et ça nous emmène dans un pays où vous avez vécu, Aman. Ça nous emmène au Canada, enfin, même au Québec, à Montréal précisément. Oui, ils sont très à cheval sur l'environnement très très froid. Et oui, c'est ce que j'allais dire, il fait très froid. Avant d'accueillir en plateau la représentante du média ayant reçu ce troisième prix donc, de l'innovation francophone dans les médias, je vous propose de partir à Montréal. On découvre donc 1.5, une vidéo qui a été tournée par François Riouet. C'est prouvé dans la littérature scientifique que la peur, ça a plus tendance à figer les gens qu'à les pousser à l'action. Les médias abordaient beaucoup la question climatique sous l'angle du problème, en fait. On voulait apporter un contre-discours qui soit plus dans les solutions. Depuis le départ, on a eu un ADN de recherche à s'affilier à des projets de recherche pour essayer justement de creuser sur comment est-ce qu'on pourrait adresser la question, avec quel type d'intervenant, quelle langue, quelle approche, etc. qui ferait que les gens se sentiraient plus interpellés, auraient davantage le goût de passer à l'action. Je pense qu'un des défis principaux qu'on vit aujourd'hui, puis qu'on a vécu au cours des dernières années, c'est la capacité à sortir du groupe des gens qui sont convaincus par l'action climatique et déjà engagés, qui agissent déjà beaucoup. Ce qu'on souhaite pour les prochaines années, je dirais que c'est de trouver ces clés-là pour aller s'adresser à un public autre que les convaincus déjà très engagés dans l'action climatique. Pour moi, c'est vraiment ça qui va permettre de débloquer beaucoup de choses, non seulement pour nous en tant que médias, mais dans notre volonté d'avoir un impact. 1.5 est un projet d'impact social, fait que nous, notre but, c'est de partager les savoirs qu'on développe avec l'ensemble de l'écosystème, qu'il soit médiatique ou autre, d'identifier certaines de ces clés-là. Ça va permettre, on l'espère, de créer un effet boule de neige pour nous et pour l'ensemble du milieu. Bonjour Clémence Laloze. Félicitations, vous êtes cofondatrice de 1.5, donc un média québécois sur les questions d'écologie. Peut-être qu'on peut déjà vous remettre ce magnifique diplôme, ce deuxième prix qui vous est donc remis par Anne Bocandé, qui faisait partie du jury. Bravo, on peut l'applaudir, oui, au public ici du 104. Avec une dotation d'ailleurs de 10 000 €, vous nous direz peut-être tout à l'heure ce que vous pensez en faire. Oui, en dollars canadiens, on fera la traduction. On gagne dans ce sens-là. Oui. 1.5 a été fondé en 2011 au Québec avec un constat de départ, c'était que l'écologie et les questions d'écologie au Québec dans les médias étaient uniquement traitées sous l'angle catastrophiste. Et c'est là que vous vous êtes dit, il y a un truc à faire. Exact. Juste pour corriger, c'était 2017.
l'idée a émergé en 2011 avec mon cofondateur Philippe Poitras. Mais le média s'est lancé en 2017. C'est bien de corriger. Ou 2017. On ne voudrait pas dire de bêtises. Justement, sur la vérification des faits. C'est le décalage horaire qui fait. Ouais. Et donc, l'idée de créer donc, un contre-discours face à cette approche catastrophiste du réchauffement climatique et de la disparition du vivant, de la biodiversité. Exact, parce que pour nous, c'était important. La peur, enfin, je veux dire, notre but, c'est pas d'avoir des lunettes roses et de dire que tout allait bien, mais de montrer quand même que tout ne va pas mal, parce qu'on le sait, c'est documenté dans la littérature que c'est pas ça qui amène les gens à bouger. Et qu'on s'est dit, nous, on va amener l'angle solution. C'est pour ça qu'on voulait mettre en lumière des initiatives au Québec qui sont tellement de nature différente, autant au niveau des citoyens, des entreprises, des municipalités, des gouvernements, et puis ça peut prendre une multitude de formes. Puis on voulait aussi montrer que on n'a pas besoin d'être un Superman ou un Superwoman de l'environnement pour être capable de mettre des choses en place, et de rendre ça accessible et d'inspirer aussi la population. Avec l'objectif de faire passer à l'action les internautes, les gens comme vous et moi qui ne savent pas toujours par quel bout le prendre en fait. Oui, en fait, notre mission, c'est de rendre l'action climatique désirable et possible. Parce qu'il y a quand même une première étape à franchir, qui est de la rendre désirable. Pour beaucoup encore, même aujourd'hui, après 7 ans, c'est quelque chose qui est vu comme culpabilisant, qui est vu comme difficile, comme inatteignable, comme on entend souvent aussi. On va revenir à l'âge des cavernes, ce qui est faux, je le précise. À la bougie. Voilà. Au Gondwana, c'est quand il y a coupure d'électricité, on revient à la bougie. Quand il y a délestage. Quand il y a délestage. Mais en même temps, quand il y a coupure, on préserve la planète. Ah oui. C'est vraiment ça qu'on voulait amener, puis de ramener aussi ça pour un peu monsieur et madame tout le monde, qui encore une fois ne sont pas des super-héros de l'environnement, de rendre ça accessible et puis d'enlever cette espèce de culpabilisation que pouvait générer la communication environnementale, qui pour nous était contre-productive. Alors une de vos innovations à 1.5, c'est de vous allier éditorialement à la recherche scientifique, parce que vous êtes dit, si on met des scientifiques avec nous, on sera plus fort et plus carré. Oui, parce que on arrivait avec l'angle solution, pour nous c'était très clair, qui apportait déjà quelque chose en termes de discours positif. On s'est dit, il faut aller plus loin. Si on veut arriver à faire bouger, en tout cas, à rendre l'action désirable assez vite pour que les gens aient le goût de passer à l'action, il faut qu'on trouve de nouvelles façons de faire. Et pour ça, pour nous, l'avenue à prioriser était la recherche, pour trouver de nouveaux ingrédients qui fassent en sorte que quand on communique, on est capable de susciter plus d'ouverture et plus d'engagement des Donc des vous gens êtes allé chercher des recherchistes, des chercheurs que vous avez mis en interne à côté des journalistes et bras dessus bras dessous, on travaille ensemble, c'est ça? Oui, on avait plusieurs, on avait une recherche scientifique à l'interne qui était plus sur vérification des faits, nous trouver des chiffres, etc. On avait un partenariat avec l'Université Laval, qui est une université à Québec, dès le départ pour essayer, à travers des groupes de discussion notamment, de trouver quels angles, quels intervenants, quelle différence ça fait si j'ai un intervenant professionnel ou qui me ressemble, est-ce que la personne va avoir plus d'ouverture à écouter? Et c'est ça qu'on essayait de trouver, puis on a fini par internaliser cette recherche-là. Donc à l'intérieur de FuturSam, qui est la coop qui chapeaute 1.5, on a notre propre recherche qui nous permet de trouver ces nouveaux ingrédients-là. J'aimerais aussi que vous nous parliez de la cible, des gens à qui vous vous adressez, parce que s'il y a des créateurs de médias qui nous regardent, au début on se dit toujours on va parler à tout le monde. Oui. Moi je veux parler au plus grand nombre pour avoir le plus de public possible, et vous vous êtes rendu compte que c'est plus compliqué que ça. Si on essaye de parler à tout le monde, il y a un risque, c'est celui de ne parler à personne. Exact, et puis encore plus, je trouve, quand on est un média d'impact comme nous, qui voulons susciter des changements, c'est frustrant de te dire je me limite à tel public. Mais oui, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était nécessaire. Nous, en ce moment, on est vraiment en train avec une volonté consciente, qui est un peu pléonasme, de se diriger vers ce qu'on appelle les conscientisés peu engagés, donc des gens qui ont conscience de l'urgence climatique, mais qui au quotidien n'agissent pas tant que ça. Donc c'est eux qu'on voudrait mieux comprendre, voire comprendre ce qui les bloque, dans ce que nous on appelle le facteur humain, qui est toute la dimension psychologique derrière le changement de comportement. Pourquoi est-ce qu'ils ne passent pas à l'action? Puis être capable d'intégrer ça dans nos contenus pour susciter des changements plus rapidement. Donc ça a marché, le changement de comportement, parce que avant qu'elle vienne, j'étais assis comme ça. Mais depuis, tu vois, regarde comment elle est assise, la posture. Je me force, d'habitude, je suis comme ça. Ah non, mais là, changement de comportement. Donc en fait, les gens à qui vous vous adressez... Mais pour vrai, c'est ça, parce que nous, ce qu'on prône, c'est le changement de comportement par l'exemple, par l'inspiration, plutôt que par dire... Tiens-toi droit, maman. Oui, là, je regarde. Bien, voilà. Je devrais. Voilà, je suis oui, droit. justement, mais c'est exactement l'exemple de ce qu'on essaye de faire.
C'est bon pour l'environnement. Et comment on mesure son impact quand on est un média comme le vôtre, 1.5? C'est le nombre de fois où vos articles sont lus, le nombre de fois où vos vidéos sont regardées? Alors la question est comment on mesure son impact quand on n'a pas $1 million pour ça? Parce que ça coûte cher. On va demander à Elon Musk. Ouais. Mais en fait, il y a deux niveaux. Il y a le niveau vraiment métrique de visibilité classique, mais qui finalement ne nous dit pas tant de l'impact parce qu'il peut y avoir 1 million de personnes qui nous voient, mais on ne sait pas si on a réussi à faire des changements dans les attitudes, dans les comportements, etc. Fait qu'on est en train, en ce moment, c'est vraiment un processus qui est long parce que nous, de l'univers médiatique, on ne vient pas de ce milieu-là, mais dans tout ce qui est innovation sociale, c'est très présent. Donc on est en train de se constituer des bases sur justement comment est-ce qu'on peut aller mesurer si vraiment il y a une évolution dans les attitudes, les croyances. Donc ça prend très longtemps de changer les croyances et dans les comportements ultimement. Fait que c'est un processus en cours, je dirais, parce qu'on a vraiment ça à cœur, de ne pas juste s'arrêter à nos métriques, de dire regardez comme on est bon, on a touché tant de personnes, mais de voir l'impact réel derrière. En tout cas, pour le Québec, tu as dit que j'ai vécu là-bas, que j'ai été traumatisé par quelque chose. En arrivant de France, pour les ordures, moi je mettais tout dans le sac poubelle, je mettais tout, je jetais. Au Québec, non. Il faut avoir bac plus 5 pour faire le tri. Tu mets pas les pots de yaourt, il faut laver les pots de yaourt avant de les jeter. Mais les déchets de nourriture, pas pareil. Respect pour les gens du centre de tri. J'ai mis une semaine pour savoir où j'étais quoi, il y a les jours, hein, n'est-ce pas? Mais c'est bien, ça m'a... Et vous avez gardé l'habitude à Abidjan ou pas? Dès que j'ai repris l'avion, c'est bon, les bonnes vieilles habitudes sont revenues. Ah, c'est ça, l'habitude, c'est difficile. Oui. Pour terminer, peut-être j'aimerais que vous nous parliez d'un guide qu'a rédigé 1.5. C'est le guide pratique du journaliste climatique. Quelle était son ambition à ce guide? Et où est-ce qu'on peut le trouver déjà? On peut le trouver sur 1.5.ca, donc 1.5 tout en lettres. .ca. Nous, on est un média d'impact social, fait que notre but, c'est d'arriver à trouver des nouvelles façons de parler climat, mais de ne pas être les seuls à le faire. On veut vraiment partager toutes nos connaissances, puis toute l'expertise qu'on a développée là-dedans au cours des 7 dernières années. Donc c'est un guide qui se veut vraiment, comme toute notre démarche, une invitation aux autres médias, et puis on fait des formations à travers la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, l'Association des journalistes indépendants du Québec. C'est long quand c'est pas des acronymes. Et on va parler autant de se poser les bonnes questions, par exemple quand on aborde des sujets, parce que le climat est extrêmement complexe, il y a des intrications entre à peu près tout en fait. Et comment arriver à se démêler en tant que journaliste à travers ça? Comment se poser les bonnes questions aussi pour éviter l'éco-blanchiment, pour éviter, quand on parle de solutions technologiques, pour éviter de tomber dans le technosolutionnisme aussi. Puis l'angle solution, comment aborder les solutions sans avoir de lunettes roses. Puis nous, on a vraiment quelque chose aussi en lien avec les émotions qu'on aborde, ce qui n'est peut-être pas naturel forcément dans le milieu des médias, mais puis encore une fois, on se base beaucoup sur la littérature scientifique. Comment est-ce que les émotions, susciter des émotions positives, peuvent amener du changement de comportement, et puis même comment créer un flot émotionnel à travers nos textes qui peut faire en sorte que les gens y aient plus d'ouverture à nous lire. C'est quelques-uns des éléments qu'on aborde dans ce guide-là. Vous avez placé 2 fois l'expression lunettes roses. J'allais poser la question. C'est quoi? C'est Michel Polnareff, c'est ça, non? Ou Elton John? C'est de voir de voir les choses teintées, d'avoir l'impression que de voir que le côté positif de la chose. Ah, la vie en rose. Merci beaucoup Clémence Laloz, cofondatrice du média francophone québécois 1.5, et encore félicitations pour ce prix. Merci beaucoup, merci. Début de la 3e séquence de cette émission spéciale consacrée au prix francophone de l'innovation dans les médias 2024. Je suis toujours avec Maman, tout va bien? Oui, je suis là, j'ai juste un peu faim. Ah, ouais. Bon, il est 13h39 à l'heure où nous enregistrons cette émission. Vous la regardez, vous, chez vous, peut-être sur YouTube posément. On souhaite que vous ne vous ennuyiez pas. Et donc, on poursuit avec, là, on va remettre tout à l'heure, dans quelques instants, le premier prix de l'innovation francophone dans les médias. On va parler dans cette 3e séquence des désordres de l'information. Désinformation, discours de haine, complotisme sont présents partout en ligne. Et puis, les journalistes, les médias, les organismes internationaux doivent jouer leur part. Pour en parler, je vais inviter à me rejoindre ici en plateau quelqu'un de l'OIF. Il se nomme Bertrand Levent et il est chef du pôle intégrité de l'information. Bonjour Bertrand Levent, bienvenue. Merci, bonjour Steven Jambeau, bonjour Maman. Bonjour Bertrand, enfin un homme. Depuis tout à l'heure, c'était que des femmes.
Avant de démarrer, j'aimerais parler de la métaphore du colibri. Ça vous dit quelque chose ou pas? Le colibri? Oui, le colibri, le petit oiseau. Non. Bon. Un jour, cette légende dit qu'il y a eu un immense incendie de forêt. C'était peut-être en Amazonie. Tous les animaux terrifiés et atterrés observaient impuissants le désastre. Et là, eh bien, il y avait un petit colibri qui faisait des allers-retours et qui avait dans son bec un petit peu d'eau pour essayer d'éteindre l'incendie. Et là, il y a un tatou qui passe par là qui dit « Coco, colibri, qu'est-ce que tu fais? Tu crois que ça sert à quelque chose ?» Le petit colibri de répondre « Peut-être que ça ne sert à rien, mais je fais ma part. » Et la légende dit que d'autres animaux s'y sont mis et que l'incendie s'est éteint. Bertrand Levent, l'OIF, dans cette situation, essaye aussi de jouer un rôle, et un rôle qui passe notamment par un service, par une plateforme qui s'appelle Odile. Absolument. On espère faire notre rôle de colibri dans ce monde faire votre part. de désordre de l'information. Absolument, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien qu'avec l'essor des plateformes numériques, des usages sur les réseaux sociaux, il y a une amplification des désordres de l'information, des discours de haine, de la désinformation. Et donc notre organisation, l'Organisation internationale de la francophonie, a estimé qu'elle avait son rôle à jouer. Parce qu'il y a une double dimension, il y a un double enjeu pour notre organisation. Il y a évidemment un enjeu démocratique, de préservation de l'intégrité de l'information, renforcer les acteurs de terrain de tous nos États membres en matière de vérification des faits, en matière d'éducation aux médias, en matière de recherche également, renforcer aussi les dispositifs légaux et normatifs sur le terrain. On y reviendra, oui. On y reviendra. Mais aussi il y a un enjeu linguistique parce que la désinformation circule dans toutes les langues et elle n'a pas de frontières. Et donc il était important pour nous, Organisation internationale de la francophonie, de pouvoir fédérer, faire en sorte de valoriser ces expériences, ces initiatives de terrain, de mieux les faire connaître à l'international parce que c'est un enjeu aussi de pouvoir les valoriser au niveau global, dans les grandes enceintes internationales, auprès des grands organismes internationaux qui jouent un rôle en matière de lutte contre la désinformation, parce qu'on a pu constater, en tout cas il y a eu des évolutions, mais au début où l'enjeu de la vérification des faits, de la lutte contre la désinformation s'est imposé, c'était un enjeu qui était assez réservé au monde occidental et a fortiori au monde anglo-saxon, donc il était important de pouvoir valoriser les expériences de terrain, les exposer à l'international pour permettre l'émergence de collaboration et de coopération, et c'est ce que l'on fait avec Odile. Avec Odile, ouais, voilà. Parce qu'elles permettent, on a aujourd'hui maintenant près de 100 initiatives, plus de 100 initiatives d'ailleurs, qui sont inscrites sur cette plateforme. Et d'ailleurs, peut-être pour le présenter, quoi de mieux qu'une vidéo donc, absolument. Voilà, donc on va tout de suite la regarder et on se retrouve après. Voilà déjà près de 4 ans qu'Odile connecte les initiatives de lutte contre les désordres de l'information dans la francophonie. Elles sont aujourd'hui plus de 100 initiatives issues des 4 camps de l'espace francophone, réunies sur la plateforme référence de lutte contre les désordres de l'information en langue française. En 2024, notre communauté de vérificateurs, d'éducateurs, d'universitaires et de régulateurs doit faire face à d'importants défis, et Odile est là pour les y aider. La propagation rapide de l'intelligence artificielle générative pose de nouveaux risques de manipulation de l'information et de nombreux exemples ont marqué l'année. Mais l'IA peut également être une alliée des initiatives d'Odile en les assistant dans leurs tâches de vérification ou d'analyse grâce à des formations et des partages de bonnes pratiques d'utilisation des IA. Autre défi, les crises et les conflits qui polarisent encore plus les débats et les opinions, rendant la lutte contre les désordres de l'information plus cruciale que jamais, dans un contexte d'année électorale globale, puisque la moitié de l'humanité se sera rendue aux urnes en 2024. Pour mieux servir ces communautés, Odile continue d'être une plateforme de collaboration et de partage d'expertise francophone en soulignant les réussites de ses membres. Odile met également en avant des personnalités remarquables et inspirantes dans une série de portraits. Succès d'audience cette année, une nouvelle série de vidéos courtes et didactiques décryptant les termes des désordres de l'information. Odile met également à disposition de nombreuses ressources en ligne, comme par exemple une série de formations gratuites pour suivre les derniers développements des pratiques et des outils.
Des podcasts pour se tenir informé à la fois des enjeux de la lutte contre les désordres de l'information et des recettes et succès des initiatives d'Odile. Autre axe, la valorisation des contenus d'éducation aux médias en langue locale. Et bien sûr, Odile reste le meilleur moyen de suivre l'actualité de la lutte contre les désordres informationnels dans la francophonie, grâce à ses lettres d'information hebdomadaires, ses vidéos et ses publications sur odile.org. Collaboration, ressources, support logistique et bien sûr formation, Odile demeure un catalyseur de la lutte francophone contre les désordres de l'information. Bertrand Levent, il y a donc ce dispositif Odile, et parlons aussi maintenant des projets de terrain qui sont portés par l'OIF, notamment des dispositifs de jumelage francophone de lutte contre les désordres de l'information. L'idée, c'est de créer un réseau entre les différents pays francophones en se disant l'union fait la force tout de même. Absolument. L'idée, c'est au cœur finalement de l'esprit de la francophonie, c'est de renforcer les solidarités entre les États membres et ici de renforcer les solidarités entre les initiatives de lutte contre la désinformation qui ont développé des compétences et des expertises sur le terrain, et ces expertises et ces expériences, on les encourage à être partagées à travers ces dispositifs de jumelage où les initiatives renforcent mutuellement leurs compétences et développent des projets de terrain. Et à ce jour, nous avons réalisé 3 éditions de jumelage. Il y a une 4e édition qui est en cours, et donc c'est l'occasion de passer le message qu'il y a un appel à candidature pour le moment qui se clôture le 19 octobre prochain. Et donc à ce jour, ce dispositif de jumelage, il a quand même rassemblé plus de 40 initiatives de lutte contre la désinformation dans 15 pays de la francophonie qui ont permis de former 700 journalistes et 4000 acteurs professionnels. Et je pense que Maman peut en parler peut-être, puisqu'en 2023, vous avez fait un truc en lien avec Togo Tchèque, je crois. Ah oui, un jumelage entre Togo Tchèque au Togo et puis la fondation Gondwana au Niger, pour justement Togo Tchèque qui avait beaucoup plus d'expérience, et cette initiative de jumelage a fait qu'on a acquis ce partage de compétences-là. Donc là, aujourd'hui, nous aussi, au Niger, nous partons sur ce travail de vérification de l'information, et c'est un travail qui se fait la main dans la main. Maman, vu que vous avez le micro, eh bien, vous allez le garder parce qu'aujourd'hui, n'ayons pas honte de le dire, il est difficile de se retrouver quand on est un Gondwanais lambda dans le torrent d'informations qui nous tombent dessus de partout. Oui, c'est vrai. Entre info, infox, au Gondwana, comme on dit, on ne sait plus qui est qui et qui n'est pas qui. Ben oui, parce que quand une info vient, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas qui l'a envoyée. Par exemple, il y a l'info qui vient du média de président fondateur, qui dit toujours que président fondateur est le plus beau, le plus fort, le plus jeune, même si ça fait des décennies qu'il est au pouvoir. Ce même média dit par exemple aussi que président fondateur a gagné les élections, alors qu'on voit que les chiffres du vote ont montré qu'il a perdu les élections. Puis, de l'autre côté, il y a le média du milliardaire, l'homme le plus riche de la rue, du quartier, du pays, du monde, qui dit que président fondateur est le plus beau, le plus fort, le plus jeune, même si ça fait des décennies qu'il est au pouvoir, juste parce que président fondateur lui donne des contrats. Puis il y a le média du jeune du quartier qui, avec son smartphone, ou bien dans le cyber du coin, il partage une info en qui il a confiance parce qu'elle a été partagée dans le groupe WhatsApp de ses amis. Et il a plus confiance en ses amis que dans les médias parce que ses amis, il les connaît. Et il y a le monsieur qui est très loin, qui fabrique une information, qui balance sur le groupe WhatsApp, qui atterrit sur le groupe WhatsApp des amis du jeune qui la relaie, et ça fait le tour du village. Et c'est comme ça qu'on ne sait plus qui est qui entre Info et Infox. Heureusement que cette initiative, comme celle de l'OIF, va nous aider à voir entre le gris, le noir, le plus noir, pour tirer l'info. Bertrand Levent, on est face à une problématique qui est effectivement mondiale. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on revienne dessus sur les efforts normatifs nationaux et ou internationaux auxquels l'OIF contribue. Il y a notamment les principes mondiaux des Nations Unies pour l'intégrité de l'information, sur lequel l'OIF a agi à son niveau pour représenter le monde francophone. Absolument, c'est aussi un des rôles
majeur de l'Organisation internationale de la francophonie, c'est de valoriser les voix francophones dans les grands débats mondiaux. Et elle l'a fait en matière de lutte contre les désordres de l'information, en matière d'intégrité de l'information, pour le dire positivement, en élaborant, en rassemblant, en croisant les expertises et les points de vue francophones pour remettre une contribution à l'élaboration de deux instruments majeurs qui viennent d'être adoptés au niveau des Nations Unies. C'est d'une part les principes de gouvernance des plateformes numériques qui ont été élaborés par l'UNESCO et qui sont le fruit d'une consultation multi-acteurs, et donc l'OIF a apporté sa contribution pour justement insister sur des dimensions qui sont nécessaires à approfondir dans ces principes, notamment le fait l'enjeu des langues, les langues locales, prendre en considération lorsqu'il s'agit de modération, de soutien aux initiatives, d'éducation aux médias et à l'information, de prendre en considération les langues locales pour à la fois maximiser l'impact auprès des populations, mais aussi permettre à ces populations de signaler des contenus qui sont problématiques auprès des plateformes dans une langue qui leur est très proche. Et donc c'est un enjeu que l'on a souligné dans les différentes contributions. Et puis il y a effectivement l'enjeu de la régulation. On a pu constater qu'il était difficile d'appliquer certaines règles à ces plateformes numériques. Elles sont en train de se responsabiliser, elles sont dans une dynamique positive, mais des efforts sont encore à faire, et c'est à travers ces contributions que nous avons versées à ces instruments internationaux. C'est aussi un appel aux plateformes afin qu'elles puissent assurer un dialogue avec les institutions nationales des différents pays membres de la francophonie. On a pu constater que les sièges ou les interlocuteurs qui représentaient les plateformes pour notamment le continent africain étaient basés à Dubaï ou à Paris. Ça paraît assez étonnant lorsque l'on veut dialoguer concrètement avec les plateformes. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons voulu apporter la voix francophone. Et puis il y a des initiatives qui sont tout à fait récentes. Il faut souligner qu'à Abidjan, en avril 2024, justement, un protocole d'engagement a été signé entre plusieurs plateformes numériques et des régulateurs des médias francophones, le REFRAM, qui rassemble une trentaine d'autorités de régulation des médias dans l'espace francophone, où elles se sont engagées à un dialogue franc avec les régulateurs des médias pour apporter des réponses aux problèmes qui peuvent se poser. Donc on se rend compte qu'on est sur la bonne voie sur certains points quand même. Maman, je crois qu'est venu le moment de remettre le premier prix de l'innovation francophone dans les médias. Il faut le prix et le chèque. Ouais. On va partir dans le premier pays du monde francophone. Le premier, c'est pas la France. Le poids lourd de la francophonie, c'est quoi? C'est la RDC. Voilà. Oui, Congo, Nabiso Nabiso. Exactement. On va donc partir à Kinshasa, en République démocratique du Congo, où il y a eu une innovation qui a retenu l'attention du jury de ce prix francophone de l'innovation dans les médias. Ce projet, il se nomme Balobaki Check, et à Kinshasa, c'est Aurélie Bazara Kibangula qui est allée à la rencontre de Balobaki Check. On regarde. Information douteuse ou une information à caractère tribal peut très vite susciter une tension ethnique dans certains coins et surtout en période électorale. On a vu des gens se battre, une femme même être déshabillée dans un coin du pays parce qu'il y avait une information qui avait été mal comprise par les membres de son parti politique. Nous avons décidé de mettre en place le programme de la newsletter sous WhatsApp essentiellement parce que nous sommes rendus compte que c'était le point de départ des conversations dans les groupes. Or, les groupes WhatsApp aujourd'hui peuvent regrouper jusqu'à 1000 membres. C'était la plateforme idéale pour mettre du contenu de qualité pendant la période électorale. Et nous nous sommes beaucoup appuyés aussi
des radios communautaires parce qu'en partageant nos newsletters dans les groupes WhatsApp, les radios communautaires pouvaient le transférer et les partager à leur tour. Il a travaillé sur des sujets qui disent qui donnent des guérisons miracles en fait. Si vous prenez le carburant, si vous mélangez avec des tomates, avec jus de canne à sucre, vous aurez une guérison miracle contre les mpox. Il y a des publications comme ça, des vidéos comme ça, Baloba qui a travaillé sur ça. On fait appel aux experts parce qu'on ne peut pas toujours se confier aux études numériques ou prendre ces masses d'informations qui sont disponibles sur les réseaux sociaux. Pour beaucoup plus de crédibilité, on fait appel aux experts. Bonjour Ange Kassongo. Bonjour Steven. Fondatrice et éditrice de Baloba Kitchek. Félicitations pour ce premier prix francophone de l'innovation dans les médias. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Le diplôme donc, qui vous est remis par Bertrand Levent, ainsi qu'une dotation de 15 000 € qui, j'imagine, va faire du bien à Baloba Kitchek. Oui, ça va faire beaucoup en franc congolais. Hein. Oui, en effet, ça va faire beaucoup du bien à une jeune équipe qui a été lancée en 2022. Et tant pour les matériels de travail, mais aussi pour nous former encore, notamment à l'intelligence artificielle. On y reviendra. Ange Kassongo, vous êtes quinoise, c'est important de le préciser, tombée dès votre enfance dans la curiosité de l'information. Vous avez fait des études à Kinshasa, des études aussi en France, à l'École supérieure de journalisme de Lille, à Sciences Po Lille. Et puis après, vous avez travaillé pour RFI et vous avez travaillé à l'AFP Factuel. Et c'est en travaillant à l'AFP Factuel, en faisant de la vérification de l'information, des faits en Afrique francophone et principalement en République démocratique du Congo, vous êtes rendu compte que la désinformation était un problème global, mais qu'il y avait des besoins spécifiques locaux en République démocratique du Congo. Expliquez-nous. Le Kitchek a justement été lancé en partant de cette analyse, c'est-à-dire je pars du global au niveau local. En travaillant pour l'AFP, on a un recul sur la situation de manière globale. Mais en étant sur place, comme vous l'avez bien dit, je suis quinoise pur jus, je vois qu'il y avait pas mal de besoins dans ma communauté et que j'ai surtout suivi la campagne électorale de 2018 jusqu'à maintenant. Donc facilement, ça aiguise encore le regard et ça suscite le besoin. Et Baloba Kitchek vient un peu répondre à la question liée à ce désordre d'information qui a été créé ces 5 dernières années. Ça veut dire quoi, Baloba Kitchek? En fait, Balobaki, oui, c'est en lingala, ça veut dire ils ont dit, ils ont affirmé, des claims en anglais. Ouais. Au Gondwana, on dit ils ont menti. Ça nous ramène un peu dans la construction et la naissance des rumeurs. Et donc le check vient justement dire qu'on vérifie ce qu'ils ont dit. Et alors aussi, ce que je n'ai pas dit, c'est que vous êtes une formatrice en vérification des faits et que c'est en formant des journalistes congolais, plus d'une centaine de journalistes congolais, et alors qu'approchait une nouvelle échéance électorale, donc les élections de fin 2023, que vous vous êtes dit il faut que je crée quelque chose moi-même parce que il n'y a rien qui viendra et qui sera créé par d'autres. C'est à moi de prendre mon bâton de pèlerin et de réunir des journalistes pour vérifier des contenus. Oui, entre 2021 et 2022, donc j'ai eu à former une centaine de journalistes à Kinshasa grâce aux appuis de Internews, qui est une ONG internationale basée en RDC. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais outillé des journalistes, j'avais créé une armée de fact-checkers, de vérificateurs de faits, mais qui n'avaient pas forcément une plateforme dédiée pour publier les informations de qualité. On parle d'un pays, vous l'avez dit, à plus de 100 millions d'habitants, 43 millions de personnes étaient attendues pour les élections de 2023, et donc il fallait une solution éditoriale pour mettre une information de qualité sur l'espace public. Et l'innovation qui a été... Je veux juste souligner que tout à l'heure, depuis le début de l'émission, on avait 2-3 spectateurs. Là, c'est plein. Là. Tous les Congolais sont là pour soutenir. Hein. Bravo. Oui, hein. oui, tous les Congolais sont là. Mes parents sont là. Je suis trop contente. Et alors, quand on parle de Congolais aussi, il y a un outil ou une application que tous les Congolais ont sur leur smartphone. C'est... Je sais pas. C'est WhatsApp.
Ah oui. Bien sûr. Et c'est l'innovation qui a été saluée pour ce premier prix de l'innovation francophone dans les médias. Et ce qu'a développé Balo Bakitchek, c'est appuyé sur des communautés WhatsApp et avec l'idée aussi de diffuser des vérifications d'informations sur WhatsApp. Pourquoi avoir choisi ce médium-là pour diffuser vos lettres d'information ? Il est clair qu'on part justement d'un contexte électoral. Et tout à l'heure, j'ai été contente d'entendre à la fois le mot linguistique, donc les langues, mais aussi l'usage et l'appropriation des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est prouvé en Afrique que WhatsApp est le réseau social le plus utilisé. Parce que c'est cadeau, c'est gratuit. C'est cadeau. C'est ce qu'on croit. Et même pour les communautés, les personnes qui sont moins formées, qui ont un problème d'accès à la langue, peuvent utiliser WhatsApp avec la note vocale. Ils ne sont pas forcément obligés d'écrire. Donc, on s'est posé la question, quel type de contenu, comment adapter le contenu qu'on met sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet balobakitchek.cd, mais l'adapter pour le public uniquement WhatsApp. Et partir du coup de l'usage de réseaux sociaux à circuit fermé, les introduire, essayer de comprendre, partir des discussions et des vidéos, des audios, ce qui se passe sur les réseaux sociaux fermés pour le mettre sur l'espace public. Et donc, nous avons lancé les lettres de fact-checking, qui est en fait une newsletter que l'on partageait avec des centaines d'administrateurs de groupes WhatsApp que nous avions introduits ou pas, pour mettre cette information de qualité sur WhatsApp. En sachant que les journalistes de radio communautaires, parce qu'au Congo, le français, c'est la langue officielle, mais on a 4 langues nationales. Et donc, les radios communautaires et une centaine de dialectes aussi. Oui, merci, une centaine de dialectes. Donc, les radios communautaires viennent jouer ce rôle de relais de nos newsletters d'information de qualité pour relayer et le traduire en langue locale. La radio, c'est important aussi. Ah bah oui, ça reste le média de masse. Hein. Oui, c'est pour ça que je travaille à RFI, moi. Oui, c'est Balo Bakitchek, c'est le projet éditorial de Koyekola Center. Koyekola en lingala, Maman, vous l'avez ou pas? Koyekola, c'est apprentissage. Koyekola, c'est apprentissage. Apprentissage. Donc l'idée, c'est aussi de former et de transmettre aux journalistes pour qu'ils sachent faire, qu'ils sachent investiguer en ligne, en fait, avec des contenus qui ont une viralité parfois très forte et on ne sait pas toujours remonter à la source. Aujourd'hui, je pense que ce qu'il faut travailler le plus, c'est l'attitude que l'on a lorsqu'on reçoit une information. Et cette attitude, il faut travailler, il faut sensibiliser les gens, il faut que les gens apprennent à comprendre qu'une information que tu reçois, pose-toi la question si il faut la relayer tout de suite ou il faut vérifier. Et pour ça, il faut former. La formation va des connaissances acquises à la transmission. Et c'est ça qui est une richesse en fait à Koyekola Center. L'idée, donc, moi j'ai appris, vous avez parlé de factuel, et je suis rentrée au Congo, j'ai formé un premier groupe des jeunes. Ensuite, ça se transmet. Et c'est ça la beauté en fait, d'avoir accès à une information et de partager et être sûr qu'on crée aussi un réseau et que ça se multiplie par la suite. Pour l'utilisation de la dotation de ce prix, ce que vous envisagez, c'est de faire des formations et de former vos journalistes à l'intelligence artificielle, puisque vous estimez qu'il faut avoir une approche curieuse de ces outils et de ces nouvelles possibilités qui s'offrent au monde de l'information. Le métier de journalisme se renouvelle et donc le journaliste est obligé aussi de s'adapter, de se renouveler pour avoir encore beaucoup plus de techniques pour suivre en fait la vitesse. Le monde, tout va vite de nos jours. Moi, je suis curieuse. Déjà, je dois apprendre sur l'intelligence artificielle, moi-même d'abord. Donc, nous allons faire venir un formateur, expert en intelligence artificielle pour apprendre avec l'équipe. Et puis s'adapter à cet usage parce que pendant la dernière campagne électorale, ça nous a donné une idée que les prochaines échéances électorales vont beaucoup tourner sur les enjeux, comment les internautes vont utiliser l'intelligence artificielle pour appuyer davantage ce désordre de l'information. Et donc nous, on doit déjà être outillés maintenant pour préparer les prochaines étapes. Merci beaucoup Ange Kassongo et encore bravo. Merci. Oui, bravo. Comment on dit bravo en lingala? On peut dire tokos. Oui, tokos. Ah oui, je connais Fally Ipupa, tokos. Oui. Beau gosse.
Ange Kassongo, donc, qui est fondatrice et éditrice en chef, s'il vous plaît, de Balobakichek. Voilà. C'est la fin de cette émission consacrée... Déjà? Eh oui, déjà, Maman. C'était trop court? Oui, trop court, parce que c'était trop bon. Merci beaucoup, Ange Kassongo, et bravo, encore une fois. Merci. On va refaire une petite photo, cette fois-ci. On va regarder l'appareil photo. Les photographes officiels sont là, face à nous, avec ce diplôme donc, de premier prix francophone de l'innovation dans les médias, remis à Balobakichek pour son initiative de vérification des faits et de l'information diffusée sur WhatsApp en République démocratique du Congo. Je vous invite à vous rasseoir. On arrive presque à la fin de cette émission. Déjà? Oui. C'est le moment aussi que nous souhaiterions collégialement voir un petit peu solennel, parce que nous aimerions avoir une pensée émue pour Christophe Deloire, l'emblématique secrétaire général de Reporters sans frontières, disparu le 8 juin 2024. Il était de ces personnalités que l'on admire, qui sont solaires, dont l'engagement est louable et qui aussi inspire toute une génération de militants, toute une génération de journalistes aussi. Je voudrais citer Christophe Deloire. La liberté de l'information est celle qui permet de vérifier l'existence de toutes les autres. Voilà. C'est la fin de cette émission consacrée à la 8e édition du prix francophone de l'innovation dans les médias. Je vais inviter toutes celles et ceux qui ont participé à cette émission à nous rejoindre ici en plateau. Une émission exceptionnelle qui vous était proposée par France Média Monde, Reporters sans frontières et l'OIF. Un grand bravo à Cyril Antonet de l'OIF qui a coordonné ce projet, à Elsa Chifano de France Média Monde et à Zoé Boissel de RSIF. Merci aux équipes techniques sans qui vous n'auriez pas pu nous voir et nous entendre là pendant cette émission. Cette vidéo, elle est disponible sur la chaîne YouTube de l'OIF dans son intégralité. Vous pouvez cliquer sur j'aime, la commenter et évidemment la partager si vous l'avez aimée. Alors que je me retrouve bien entouré avec des projets talentueux et puis des gens qui comptent, qui pèsent aussi pour certains. Qui mesurent 1,90 m. Ah. On va faire un check info. C'est une fake news que je viens de lancer là. Bon. En tout cas, je pense qu'on aura l'occasion de se retrouver. Je m'appelle Steven Jambeau, je présente l'Atelier des médias chaque semaine sur RFI. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission exceptionnelle et j'invite le public à applaudir celles et ceux qui ont été là aujourd'hui. Merci, à bientôt. Merci.